Donc, c'est fait. Et je vais vous placer sur mon deuxième écran, juste ici. Parfait. Donc, je vais vous amener sur notre canal de cours. Donc, je vous ai fait quelques posts un peu plus tôt dans l'avant-midi. Qu'on va regarder ensemble rapidement. Donc, je vous ai donné le plan de match ici. Donc, en m'assoyant hier, puis en réfléchissant un peu à notre histoire, j'ai modifié un peu notre fin de course parce que mon plan original était, comme je vous l'ai décrit là, la semaine dernière et en début de cette semaine, de voir et en Java et en Python comment faire de la programmation réseau pour être en mesure sur notre Raspberry Pi d'avoir une application Python qui communique à travers le réseau et pour être sur notre desktop, sur notre ordinateur, avoir une application Java qui communique à travers le réseau. Donc, l'idée étant d'avoir un programme sur l'ordinateur en Java qui envoie de l'information à un programme sur le Raspberry Pi en Python, le Python qui nous permet d'interagir avec nos GPIO. Donc, en m'assoyant puis en finissant les démos de Python orienté réseau, si on veut, ça risque un peu d'être serré dans le temps, là, de passer à travers la programmation Python réseau aussi pour être capable de faire l'interaction entre les deux langages. Donc, ce que j'ai décidé de faire, puisqu'on est déjà relativement à l'aise en Java à cause de notre expérience Java au niveau du mobile et qu'on a commencé à voir les sockets en Java et que le Java roule aussi sur le Raspberry Pi et qu'il y a plusieurs librairies qui existent, dont une très simple à utiliser qui s'appelle Py4j. Donc, Py4j juste ici, qui permet au langage Java d'interagir avec les GPIO. Donc, j'ai décidé de rester en Java plutôt. Donc, d'avoir une application desktop, donc Java Swing, qui roule sur notre ordinateur et d'avoir une application Java Swing qui roule aussi sur notre Raspberry Pi, mais qui exploitera la librairie Py4j pour interagir avec les GPIO. Donc, ce qui nous permettra de rester dans le même langage et d'avoir deux applications Java qui roulent sur deux systèmes d'exploitation différents, Windows sur votre ordinateur et Windows pour votre ordinateur et Linux pour votre Raspberry Pi et donc d'avoir les applications qui communiquent ensemble. Donc, c'est le but ici. Pour y arriver, évidemment, on peut installer NetBeans ou Eclipse ou IntelliJ ou n'importe quel compilateur de haut niveau Java comme ça dans le Raspberry Pi. Mais le Raspberry Pi, c'est une plateforme embarquée. Donc, la mémoire vive n'est pas aussi large que celle qu'on a sur un ordinateur desktop. Ce qui fait que NetBeans risquerait d'être relativement lent si on essayait de le rouler sur notre Raspberry Pi. Donc, voilà pourquoi on va plutôt installer dans notre Raspberry Pi un IDE beaucoup plus léger qui s'appelle BlueJ. Et ce qui est intéressant avec BlueJ, donc BlueJ s'écrivant comme ceci, est que BlueJ roule sur le Raspberry Pi, il roule sur toutes les dispositions de Linux, il roule sur Windows, sur Mac, bref, lui aussi est portable, mais BlueJ, en tout cas la version pour Raspberry Pi, vient par défaut lorsqu'on installe avec la librairie Py4j. Donc, on sera tout équipé pour recevoir des informations en provenance de notre application desktop dans notre application qui roulera sur le Pi. Et en décodant ces informations, on pourra directement activer ou désactiver nos GPIO. Donnez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Parfait. Excusez-moi pour ça. Ça va pour tout le monde? Tout le monde voit bien mon écran? Oui.
Parfait. Donc, c'est ce que je vous racontais un peu ici dans le post de base. Donc, je vous expliquais qu'en se basant sur notre application client et serveur, donc ça, c'est la petite calculatrice console, mais aussi sur Chat Client Agent et Chat Server Agent qu'on a commencé à regarder hier, qui nous permettait de voir un peu comment est-ce que dans une application graphique, on pouvait aussi gérer le réseau. Donc, on veut créer une application qui permettra de faire communiquer le Raspberry Pi avec le PC, pourvu qu'il se trouve dans le même sous-réseau via des sockets. C'est possible de faire communiquer notre Raspberry Pi avec notre PC, même s'ils ne sont pas dans le même sous-réseau. Mais pour y arriver, vous le savez sûrement, pour faire parler deux appareils qui ne sont pas dans le même sous-réseau, il faut utiliser ce qu'on appelle une passerelle. Ça se fait avec les classes que je vous ai déjà présentées, les classes init adresse, les classes socket, les classes server socket, mais ça complexifie un peu la logique et je ne veux pas m'embarquer dans ça avec le temps qui nous reste. De toute manière, dans les scénarios communs de domotique, on veut avoir une interface de contrôle qui nous permette de contrôler notre maison quand on est à la maison. C'est vrai qu'il existe des systèmes qui nous permettent de contrôler à distance, mais ça, entre guillemets, on a une manière détournée de le faire. On l'a fait à travers notre script back-end qui, lui, parlait à une base de données. Donc, je vais me lancer. J'ai divisé ça en deux étapes. Donc, l'étape Labo 5, où on veut apprendre à utiliser BlueJ dans notre Raspberry Pi. Bon, en fait, la manière de l'utiliser dans le Raspberry Pi ou l'utiliser sur un ordinateur desktop qui roule Windows ou macOS, est exactement la même. Donc, je vais commencer par faire une petite démo de l'utilisation de BlueJ. Lire l'énoncé du laboratoire 5 sur lequel on va travailler. Donc, le laboratoire 5, ça ressemble un peu au laboratoire 1 qu'on a fait en communication série, sauf que là, on veut y aller à travers à travers une communication réseau où notre client, le client va être le PC, le serveur va être le Raspberry Pi. Donc, notre Raspberry Pi va attendre une connexion du client. La job du client va être d'envoyer différentes commandes au serveur. Le serveur qui est notre Raspberry Pi va recevoir ces commandes et les afficher à l'écran. Ça va juste pour prouver qu'on est capable de recevoir des commandes en provenance du réseau. Donc, dans le laboratoire 6, ce qu'on va faire, les commandes qu'on aura reçues et affichées à l'écran au laboratoire 5, on va les décoder et les transformer en action. Donc, on va utiliser la librairie Pi4J pour entraîner des moteurs électriques, des petits moteurs DC qui vont jouer le rôle des 4 roues d'un robot, 4 roues asservies ou 4 roues contrôlées par notre Raspberry Pi. Donc, les commandes qu'on va envoyer vont être des commandes qui vont faire avancer le robot, reculer le robot, aller vers la droite, aller vers la gauche, spinner sur lui-même vers la gauche ou spinner sur lui-même vers la droite. Donc, le labo 6 va être une petite modification du labo 5, tout simplement pour montrer rapidement comment utiliser Pi4J pour contrôler les GPIO en lecture ou en écriture en Java, puisqu'on sait déjà le faire en Python. Par la bande, comme on n'aura pas, je prévois qu'on n'aura pas le temps de le faire, c'est pour ça que j'ai décidé de rester en Java, je mettrai quand même un peu plus tard, là, ce week-end ou quelque part la semaine prochaine, un tutoriel là, de réseautique en Python. Pour ceux que ça intéresse, ils verront que c'est pas si différent que ce qu'on va faire en Java, mais je préfère me concentrer sur un langage pour qu'on l'apprenne bien, plutôt qu'essayer de le faire dans 2 langages et qu'on reste un peu flou dans les 2 langages. Ça va pour tout le monde comme plan de match? Oui, monsieur. Parfait. Donc, je vais nous amener directement sur le canal numéro 5. Pas sur le canal numéro 5, excusez-moi, mais sur le Labo 5.
J'ai découvert ça tout à l'heure. Apparemment, j'ai atteint la limite de canaux que je peux créer, la limite de canaux visibles par défaut que je peux créer dans Teams. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que normalement, quand on crée un canal, le Labo 5 ici, par exemple, si je vais sur Modifier canal, je peux cliquer le petit checkbox ici pour qu'il s'affiche automatiquement dans votre liste de canaux pour notre cours. Mais vous voyez que j'ai plus le droit. Le nombre maximum de canaux que vous pouvez afficher automatiquement pour une équipe a été atteint. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, dans Teams, les canaux qui ne sont pas visibles automatiquement, ils apparaissent sous un lien caché. Et si vous cliquez sur le lien caché, là, vous voyez les sous-canaux. Donc, est-ce que tout le monde peut me confirmer que présentement, là, dans son arborescence ici de canaux de Teams, sous le lien caché ou peu importe, là, il est capable de voir le canal 5, le labo 5 et le labo 6. Vous ne les voyez pas par défaut, vous devez cliquer sur un petit lien pour les voir. Parfait. Donc, j'ai eu une confirmation. Ça veut dire que ça devrait être pas mal bon pour tout le monde. Donc, moi, je vais aller dessus directement et je vais commencer par en faire la lecture avec vous. Donc, je vous ai mis plusieurs ressources, mais celle qui nous intéresse principalement est le post central ici. Donc, je vous ai mis le lien de téléchargement de BlueJ parce que on va le télécharger sur notre Raspberry Pi, mais c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé sur Windows pour faire la démo. D'ailleurs, moi, je vais faire la démonstration sur Windows et non sur mon Raspberry Pi là, pour éviter que ça lag. Parce que si j'utilise VNC pour me connecter à mon Raspberry Pi et ensuite on fait l'enregistrement pour que vous le voyez, il risque d'avoir des problèmes au niveau de l'affichage. Donc, je vais faire la démonstration de BlueJ sur Windows. C'est la même interface que celle que vous allez installer sur le Raspberry Pi. Donc, si je clique dessus, donc, ça a ouvert mon browser juste ici sur mon second écran et on voit que ça peut être installé sur Windows, sur macOS, sur différentes distributions de Linux. Donc, vous cliquez tout simplement sur le système d'exploitation qui est propre à vous et il va pouvoir s'installer. Donc, je remets ça à côté. Ensuite, quand on va vouloir l'installer sur notre Raspberry Pi, donc sur notre Raspberry Pi, on va aller en ligne de commande et on va tout simplement exécuter la commande suivante, évidemment en étant connecté à l'Internet. Donc, sudo pour super user do, donc il faut l'exécuter en tant qu'administrateur, apt-get, update et sudo apt-get install BlueJ. Donc, on veut récupérer ici la version la plus à jour de BlueJ pour Raspberry Pi. Et je répète, BlueJ pour le Raspberry Pi vient par défaut avec la librairie Pi4J qui permet d'interagir avec les GPIO. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise ou si vous préférez utiliser NetBeans, l'installer aussi sur votre Raspberry Pi. Mais je vous préviens, à moins que vous ayez une grosse carte SD, ça risque d'être un peu lent. Et quand on voudra interagir avec les GPIO, il vous faudra installer manuellement la librairie Pi4J et rajouter la référence à l'intérieur de NetBeans ou de Eclipse ou de IntelliJ, alors que dans BlueJ, c'est inclus par défaut. Ça va jusque-là pour les deux premiers liens? Oui, monsieur. OK. Donc, allons à l'énoncé du labo lui-même. Donc, je vais le lire pour vous. Donc, dans ce laboratoire, nous allons exploiter le langage Java et les sockets dans le but de permettre à notre Pi, donc le Pi jouant le rôle de serveur ici dans le scénario, et à un PC, donc jouant le rôle du client ou de l'interface de contrôle à distance, donc connecté sur le même réseau, d'échanger des informations. Donc, j'ai divisé ça en, si on veut, 3 étapes. Donc, première étape,
Puisque le Pi ne dispose pas de la même quantité de mémoire que votre PC, il est nécessaire d'y installer un IDE Java plus léger que NetBeans. Donc, IntelliJ en est un, Eclipse en est un. Eclipse aurait relativement bien fonctionné. Eclipse est léger, mais comme je le dis, c'est le fait que BlueJ vienne avec Py4J qui le rendait plus intéressant pour nous. Nous allons donc utiliser BlueJ, qui vient d'ailleurs par défaut avec la librairie Py4J, qui permet d'accéder au GPIO du Pi dans le langage Java. Il y a des librairies C qui permettent d'accéder au GPIO en C pour le Raspberry Pi. Il y a des librairies C++, il y a des librairies JavaScript. Donc, c'est pas ça qui manque. Mais restons avec des langages qu'on connaît déjà un peu. Donc, je vous demande d'effectuer la commande suivante dans votre Raspberry Pi pour faire l'installation. Étape 2. Donc, on veut créer le serveur. On veut que notre Raspberry Pi soit le serveur. Donc, en utilisant un socket serveur, comme on l'a démontré un peu hier dans le serveur de chat. Donc, en utilisant un server socket, un JFrame, des JLabel, des JTextField et des JButton, créez sur votre Pi une application Java Swing permettant de démarrer en mode serveur. Donc, en spécifiant via une interface usagée le numéro de port à écouter. Dans la démonstration que moi je vous ai fait, dans mon serveur, ben, le numéro de port, il est fixé dans le code. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est d'ailleurs, on va le démarrer ensemble tout à l'heure, c'est que quand je lance mon programme dans le Raspberry Pi, j'ai une fenêtre Java Swing qui apparaît, et dans cette fenêtre, ben, j'aimerais avoir, vous savez quoi, dessinons-la rapidement. Je vais encoder la première partie avec vous, mais donc, j'aimerais avoir une fenêtre Java Swing qui apparaît. Magnifique. Donc, ma fenêtre Java Swing. Et dans cette fenêtre, donc, on aimerait avoir ici un JTextField dans lequel l'utilisateur doit rentrer le numéro de port, donc disons 25 000. Sur la barre de tâches ici, moi j'aimerais voir l'adresse IP du serveur s'afficher, donc 192, blablabla. Pourquoi c'est important d'avoir l'adresse IP du serveur ici? Ben parce que vous allez démarrer le serveur et en regardant l'adresse IP qui est affichée ici, ben, vous allez la connaître. Donc, vous allez pouvoir la taper dans l'interface du client pour qu'il puisse se connecter, au serveur. Et donc, on veut aussi avoir un bouton ici, un bouton, disons, launch, donc qui dit qu'on veut lancer le serveur. Et une fois que le serveur est lancé, ben, pour cette version-ci, pour la version Labo 5, on ne veut pas interagir avec les GPIO, on veut tout simplement écouter sur le port qui a été fourni ici les informations qui proviennent du client et faire quoi? Donc, on va avoir 7 commandes possibles qu'on peut recevoir. Donc, on pourrait avoir 7 labels comme ceci, disposés sur notre interface usagée. Les différentes labels vont correspondre à quoi? Vont correspondre à la commande G, à la commande D, à la commande AV, à la commande arrière. Donc, pour tourne à gauche, tourne à droite, avance, recule, à la commande STP pour la commande stop, à la commande SPND pour spin à droite et à la commande SPNG pour spin à gauche. Donc, l'idée étant que ce programme est un programme qui roulera, si on veut, laissez-moi faire un petit dessin, donc ici, comme ceci. Parfait. Donc, j'ai un magnifique boîtier ici, à l'intérieur duquel se trouve mon Raspberry Pi. Je vais faire ça autrement. À l'intérieur duquel se trouve mon Raspberry Pi.
Donc, vous reconnaissez tous toujours mes talents, mes super talents de dessinateur. Donc, dans le boîtier ici, on a notre Raspberry Pi et qui cache, le boîtier cache notre Raspberry Pi et la carte électronique qui est branchée à nos 4 moteurs qui sont ici, 4 moteurs qui contrôlent les roues de notre petit robot. On sait que le Raspberry Pi a un lien Wi-Fi. Donc, si notre Raspberry Pi est connecté sur le réseau local et que notre PC est connecté au réseau local, dans le laboratoire 6, ce qu'on fera, si on veut que notre robot tourne à gauche, si on veut, qu'est-ce qui va se passer? On va faire tourner les 2 roues arrière, stopper une des roues avant et faire tourner l'autre roue avant. Si on veut qu'on tourne à droite, ça va être le pattern inverse. Si on veut qu'il avance, les 4 roues vont tourner vers l'avant. Si on veut qu'il recule, les 4 roues vont tourner vers l'arrière. Si on veut qu'il stoppe, les 4 roues vont être arrêtées. Si on veut qu'il spin à droite ou à gauche, on va faire... Oups, qu'est-ce qui vient de se passer? Si on veut qu'il tourne à droite ou à gauche, on va faire tourner les roues qui sont à l'opposé, à la diagonale. Donc, c'est la modification au labo 5 qu'on va faire dans le labo 6 pour contrôler les GPIO. Ça va pour le contexte jusque-là, pour ce à quoi doit ressembler l'interface usagée du serveur? Oui, oui. Parfait. Une fois le serveur démarré, il devra attendre la connexion du client, donc, qui est votre application PC, et affichera dans son interface via la couleur de set glabel. Donc, la commande reçue devant être exécutée. Donc, on a nos set glabel et disons que quand par défaut, ils sont gris. Quand on reçoit une commande en particulier, le glabel concerné devient vert. Ça va? On aurait pu faire autrement. On aurait pu dire que quand je reçois une commande, je l'affiche dans un message box. Donc, vous savez quoi? La manière d'afficher la commande reçue m'importe peu. Vous pourriez même l'afficher dans la console et ça vous fait plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer qu'on est capable de me prouver qu'on a bien reçu une commande partant de votre PC, cheminant à travers le réseau, capté par le Raspberry Pi. Ça va? Donc, création du client. Donc, le client, réalisé en BlueJ ou en NetBeans, parce que BlueJ fonctionne sur desktop aussi. NetBeans, c'est ce que je vous ai appris en premier. Mais comme je vous dis, je vous conseille, moi, d'utiliser BlueJ sur le Raspberry Pi. Essayez NetBeans quand même. Si ce n'est pas trop lourd, parfait. Mais si c'est lourd, vous allez voir que BlueJ, c'est fait exprès pour. Donc, le client, qui est votre PC, devrait être une application JavaSwing, encore une fois, capable d'envoyer au serveur les commandes, et je les renomme ici, représentant respectivement les déplacements devant être effectués par le robot, asservi par le Pi. Asservi, ça veut dire contrôlé par. Ces commandes permettront au laboratoire 6 d'activer ou de désactiver les moteurs permettant au robot de se mouvoir, donc de se déplacer. Donc, la commande gauche n'active pas un seul moteur. La commande gauche, pour que le robot aille à gauche, on a peut-être 3 moteurs à activer simultanément. Ça va? Donc, on verra les combinaisons rendues au labo 6. Là, on veut juste vérifier qu'on est capable de communiquer sur le réseau. Et pour être capable de faire ce montage au laboratoire 6, vous n'avez pas acheté de moteur DC. J'en ai, moi, suffisamment de petits moteurs DC ici à TK. Mais pour brancher un moteur DC 5 volts de manière sécuritaire sur le Raspberry Pi, il y a un peu d'électronique supplémentaire qu'on doit connaître. Là, parce qu'un moteur, ça tire quand même beaucoup de courant. Il faut être capable de protéger les entrées et sorties de notre Raspberry Pi. Donc, on refera un peu de notions d'électronique la semaine prochaine. Good? Ça va pour l'idée générale du labo? OK.
Maintenant, pour être capable de créer une belle interface usagée avec les éléments positionnés comme vous voulez, on a vu que en Python, par exemple, on a vu deux méthodes. On a vu la méthode place qui plaçait les composants les uns à la suite des autres, tout simplement. C'était un peu plate. Et on a vu la méthode grid qui nous permettait de créer une grille, donc un nombre de lignes, un nombre de colonnes, et de placer nos éléments dans les différentes cases de ces grilles. On a vu que ça existait aussi en Android avec les layout managers comme le relative layout, voyons, le grid layout. On a vu que ça existait dans Xamarin avec le stack layout, le absolute layout, mais ça existe aussi en Java. Donc, les layout managers, il y en a plusieurs qui existent en Java. Il y a le flow layout, il y a le card layout, il y a le box layout, il y a le grid layout, il y a le grid bag layout. Donc, évidemment, on ne va pas tous les démontrer un par un, c'est un peu plate. Moi, dans la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser le flow layout que j'ai déjà utilisé dans les tutoriels que je vous ai donné de suivre dans NetBeans, mais je vais le réutiliser dans BlueJ ici parce qu'il est simple et rapide à utiliser. Je vous ai donné une ressource ici en français qui présente les différents layout manager qui existent en Java lorsqu'on veut créer notre interface usagée nous-mêmes à la main. Et le plus flexible, tout en restant user-friendly, est le grid bag layout. Donc, si je clique sur le lien ici, donc, ça m'amène sur cette ressource où on présente différents layout managers. Donc, si vous descendez un peu dans la démo qui est là, vous allez tomber sur, donc, on a le grid layout. Après le grid layout, on a le grid bag layout. Donc, le grid bag layout, ça permet, et je vais descendre pour vous montrer le grid bag layout. En fait, c'est un peu comme la méthode grid en Python, où ça permet de créer une grille et ensuite, avec le paramètre grid X et grid Y, on est capable de dire à chaque composant dans quelle case il va aller se positionner. Donc, c'est ce layout manager que je vous suggère d'utiliser pour créer votre interface usagée Java sur le Raspberry Pi. Si vous utilisez en BlueJ, parce que BlueJ, comme il est plus léger que NetBeans, il n'a pas de fonctionnalité où on peut créer notre interface en faisant du drag and drop. Ça va? Alors que pour votre client qui, lui, sera desktop, vous pourrez utiliser le drag and drop pour créer votre application plus rapidement. Donc, une fois que c'est dit, ce que je vais faire, je vais stopper cet enregistrement donc, qui présentait le laboratoire et je vais maintenant